Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 22 h pour développer les titres de l'actualité de ce mercredi soir. Bonsoir Fanny. Bonsoir Jean-Luc. Il l'a fait, oui, à la une, la nouvelle médaille d'or pour Léon Marchand en natation sur 200 mètres papillon, médaille d'or, donc c'est sa deuxième médaille. Il tentera d'obtenir sa troisième médaille dans un peu plus d'une heure sur 200 mètres brasse. Nous en parlons évidemment avec nos invités. Nous irons notamment au Club France avec notre reporter. Au programme de BFM News également, la mort du chef du Hamas. Il a été tué dans une frappe qui a été imputée à Israël. En conférence de presse aujourd'hui, Benjamin Netanyahou assume des coups sévères portés aux ennemis d'Israël ces derniers jours. Le mouvement islamiste palestinien et l'Iran ont promis de se venger, ce qui pourrait créer de nouvelles tensions dans la région en pleine guerre à Gaza. On en parle dans un instant. Et puis l'affaire Lina, deuxième jour de recherche en forêt d'Arnould entre Vosges et Barin pour retrouver Lina, dont l'ADN a été récemment trouvé dans un véhicule volé. 80 gendarmes quadrillent toujours méticuleusement le secteur. Et voilà les orages. 24 départements sont placés en vigilance orange. Nous ferons le point dans ce journal sur les événements qui pourraient être assez violents ce soir, avec déjà, vous le voyez, des chutes de grêlons, notamment du côté des Vosges. Les orages qui hier soir déjà avaient causé de gros dégâts en Bourgogne. Ils ont fortement impacté le trafic SNCF sur les lignes TGV Sud-Est. Le trafic qui reprend difficilement, mais petit à petit autour de Lyon. Nous serons sur place dans un instant à la gare de Lyon. Il l'a fait, Fanny, il l'a fait, c'est absolument incroyable. Victoire il y a quelques minutes de Léon Marchand, le nageur, sur 200 mètres papillon. Il sera dans quelques instants très attendu sur le 200 mètres brasse. C'est une journée absolument incroyable pour lui. Et j'imagine, Angie Loata, que aux environs, à proximité du Club France, ça doit être quelque chose d'absolument incroyable. On a chaud, il est incroyable. En fait, on a presque l'impression même qu'il se permet de créer un scénario pour nous faire vibrer encore plus. Sa dernière coulée était absolument dingue, les amis. Vous êtes originaire de Toulouse, tout le petit groupe. Vous avez mis une ambiance de folie dans l'ensemble de cette halle. Comment est-ce que vous l'avez ressenti, ce truc-là? On a l'impression qu'il l'a fait exprès d'attendre le dernier moment, quoi. Ah, mais c'est incroyable. Dans la salle, personne n'y croyait. À la dernier virage, pas un mec qui croit dans la salle. Pas un mec qui croit. Et qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est extraordinaire. 3 coups de bras. Et après, Léon Marchand est passé devant. Et oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a gagné. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Léon, il a gagné. Voilà, vous l'avez, l'ambiance, c'était exactement ça il y a 15 minutes à peu près, avec des gouttes de bière qui volaient absolument partout, il n'y avait plus aucune règle, plus aucun code, juste l'envie de s'amuser et de profiter de ces exploits monumentaux de Poséidon, de l'homme poisson, appelez-le comme vous voulez, mais il a vraiment fait vibrer les gens ici, et c'est pas fini parce que dans 2 heures il remet le couvert. Évidemment, c'est pas fini, c'est ça. On va voir que ça va encore monter d'un cran. On vous retrouvera peut-être trempé dans un peu plus d'1 heure maintenant. Merci Angie Loata avec Nicolas Planck dans le nord de Paris, dans ce Club France survolté. Donc après cette nouvelle médaille d'or, ce qui nous mène, regardez, à ce compteur, 24 médailles pour la France, qui est 3e au classement par pays de ces JO en 4 jours. 7 médailles d'or, donc avec l'ajout de cette dernière médaille d'or de Léon Marchand. Et puis peut-être 8, qui sait, d'ici la fin de la soirée. Vous avez entendu les supporters à l'instant disaient Toulousain. Bon, on va prendre la température justement à Toulouse. Nous allons retrouver le maire de Toulouse. Bonsoir Jean-Luc Moudingue. J'imagine que ce soir vous êtes un maire comblé, ravi. Le Toulousain l'a fait. Écoutez, oui, je suis véritablement heureux, comme tous les Toulousains. On est très très fiers. On suit Léon, on connaît Léon depuis pas mal d'années maintenant. On l'a vu changer, grandir, progresser. Et puis bien sûr, on était très très fiers dimanche lorsque il a tombé le record de Michael Phelps avec ce 400 mètres cadenage. Et puis ce soir, on était tous devant la télé là tout à l'heure. Et puis on a cru que c'était perdu, voilà, un petit peu comme tout le monde. Et à la fin, il y a eu cette remontée extraordinaire au finish, comme quoi
dans la vie, même vers la fin, rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais perdu. C'est une formidable leçon. Alors on va ce soir illuminer le Capitole en bleu, blanc, rouge. Chaque fois qu'il y a une médaille d'or toulousaine, c'est Antoine Dupont qui a ouvert le festival des médailles d'or de la France il y a quelques jours. Depuis, Léon Marchand contribue et puis il va y avoir le rendez-vous tout à l'heure encore. Il y a eu beaucoup de célébrations, évidemment, à Toulouse avec Antoine Dupont, vous l'avez rappelé, ça va continuer. Ensuite, il y aura Léon Marchand, ça va coûter cher à la ville de Toulouse, tout ça. Écoutez, c'est une fierté. Toulouse est une ville dynamique, une ville sportive. Et grâce à des gens comme Antoine, comme Léon, et puis comme d'autres encore, dans d'autres disciplines, elle rayonne. Et je crois que dans les temps actuels, le sport, la performance sportive et la réunion des gens qu'elle permet, tout ça, on en a besoin. Voilà, ça nous fait du bien. Denis Masséglia, vous êtes l'ancien président du Comité national olympique français, le CNOSF. Vous étiez à la tête de ce rassemblement, de ce comité national il y a quelques années encore. J'imagine que quand on est patron, on est fier de ces résultats et ce soir, c'est une fierté française. Je vais vous dire, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Sa course est absolument exceptionnelle. Non seulement il gagne, mais en plus il le fait d'une manière que j'ai rarement vue sur une course, qu'elle soit de natation ou d'autres sports. Franchement, on a avec Léon Marchand un vrai phénomène du sport français et c'est heureux et c'est formidable parce qu'il va servir de locomotive non seulement à la natation française mais aussi au sport français. Voilà, très fier, très heureux pour lui, pour ses proches, pour tous ceux qui l'ont aidé à performer, pour la fédération évidemment et pour le Comité national olympique et sportif français que j'ai eu l'honneur de présider pendant 12 ans. Denis Masséglia, évidemment, on imagine que ces victoires, ces breloques en or, en natation, en rugby, ça va forcément créer un engouement, qu'il va y avoir de plus en plus peut-être d'inscriptions dans les clubs de ces sports. Alors, ça c'est une vraie bonne question parce que j'espère qu'effectivement il y aura de l'engouement. Moi je suis toujours préoccupé par le lien entre les jeunes et le club. Les clubs sont prêts à les accueillir. Il faut qu'on ait de plus en plus de jeunes qui aillent vers les clubs, qui fassent de la compétition. Et il faut évidemment que l'effet JO de 2024 perdure. Et donc ce que l'on a fait pour que les Français performent à Paris en 2024 soit poursuivi pour qu'on soit aussi performant en 2028, en 2032 et au-delà, évidemment. Jean-Luc Moudenc, est-ce que vous ressentez d'ores et déjà depuis quelques jours un engouement autour de ces deux porte-drapeaux, de ces deux étendards du sport toulousain? D'un côté Antoine Dupont, de l'autre côté Léon Marchand, oui. Même si pour Marchand c'est pas fini. Oui, c'est pas fini et effectivement, il y a un véritable enthousiasme. On les a reçus au Capitole au début du mois de juillet. Au total, une trentaine d'athlètes toulousains participent aux Jeux. Et d'ailleurs, je peux pas parler de Léon Marchand sans parler des Dauphins du TOEC. Ce club, c'est un club de l'élite de la natation française. Depuis des années, c'est lui qui fournit le gros des bataillons de l'équipe de France depuis des années. Et d'ailleurs, il y a 4 athlètes du club qui sont engagés dans les JO en ce moment et qui sont de Toulouse. Et donc, j'ai une pensée et en même temps une grande fierté comme tous les Toulousains. Et quel est le programme justement à Toulouse? Vous allez rendre hommage à Léon Marchand ce soir, je crois, à Place du Capitole? Alors, on a une tradition, c'est que, une tradition qui date de quelques jours, on illumine la façade du Capitole, bleu, blanc, rouge, chaque fois qu'il y a une médaille d'or française d'origine toulousaine. Voilà, donc on va illuminer ce soir le Capitole au moins une fois, et puis on va voir, on va encore illuminer le Capitole, j'en suis certain, dans les jours qui viennent. Denis Masséglia, les espoirs de médailles, ils sont nombreux. Déjà une moisson depuis 4 jours. Ça va continuer. Il y a la semaine prochaine l'athlétisme. Il y a d'autres épreuves qui vont avoir lieu. Écoutez, quand j'étais président, on m'avait posé la question de quel objectif on pouvait avoir en nombre de médailles. J'avais dit battre le record d'Atlanta, 15 médailles d'or, battre le record de Pékin, 43 médailles au total. Bon, je crois qu'on n'a pas beaucoup de doutes sur le fait qu'on battra et l'un et l'autre. Maintenant, comme pour toujours, je vais être un peu prudent. On est dans une dynamique formidable. Bon, vivons les instants présents. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un jour absolument exceptionnel. Cassandre Beaugrand, ce matin, elle fait une course fantastique.
Léon est en train de devenir une icône du sport français. Donc, laissons-le d'abord faire le 200 brasses. Il y a Maxime ensuite sur le 100 mètres nage libre. Il y a Anastasia sur le 1500 féminin aussi. Donc, franchement, savourons l'instant présent. Et puis demain, ça sera encore formidable. Donc, les athlètes français rendent le pays très fier de ce qu'ils font. Et ça, je crois que c'est peut-être le plus beau des messages qu'on pouvait avoir par ces temps qui sont quand même un peu agités. Merci Denis Masseglia. Et dernière question à vous, Jean-Luc Moudenc. Toulouse, on peut dire que c'est quoi? C'est devenu la fabrique à champions? Écoutez, on a 7 clubs dans l'élite. 7 clubs dans des disciplines différentes qui sont dans l'élite du sport français. Il y a 90 000 Toulousains qui ont une licence sportive. Effectivement, le dynamisme économique de la ville, il est connu avec Airbus, mais le dynamisme, c'est aussi la ville du sport. Et cette ville du sport, cette ville de la culture, nous la cultivons grâce à des talents comme Léon, comme Antoine et comme d'autres encore. Merci Jean-Luc Moudenc, merci d'avoir accepté l'invitation ce soir de BFM TV. Merci également à Maxime Meunier pour les images et les moyens techniques. 21h10 sur BFM TV. Dans l'actualité à l'international, l'Iran qui décrète 3 jours de deuil national après l'assassinat à Téhéran du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh. Le mouvement islamiste palestinien en guerre contre Israël dans la bande de Gaza accuse Israël d'être à l'origine de la frappe meurtrière. Le Hamas et l'Iran, eux, menacent de représailles. Emin Darkour. Aux premières heures de la journée, la résidence d'Ismail Haniyeh à Téhéran a été touchée. Les gardiens de la révolution présentent leurs condoléances à l'héroïque nation palestinienne. L'annonce de la mort du chef politique du Hamas a été faite par la télévision iranienne. Ismail Haniyeh était venu en Iran pour la cérémonie d'investiture du président. On le voit ici sur des images filmées hier à cette occasion. Depuis Gaza où elle réside, la belle-fille d'Ismail Haniyeh a à son tour annoncé la mort de son beau-père. La douleur est grande. Adieu au leader de la nation. Tôt ce matin, le Hamas a publié un communiqué. Notre frère, le dirigeant, le moudjahid Ismail Haniyeh, le chef du mouvement, est mort dans un raid sioniste. Ismail Haniyeh a été ciblé quelques heures seulement après qu'un avion de combat a tué un haut commandant militaire du Hezbollah au cœur de Beyrouth. Israël a officiellement revendiqué l'élimination du chef du Hezbollah, mais garde le silence sur celle d'Ismail Haniyeh. Dans les rues de Ramallah ce matin, les portes de ces commerces restent closes. Les mouvements palestiniens en Cisjordanie occupée ont appelé à une grève générale dans les territoires palestiniens. Franchement, la nouvelle a choqué tous les Palestiniens dans leur pays et à l'étranger. Il s'agit d'une opération lâche et d'un nouveau crime à ajouter au palmarès de l'occupation en matière d'assassinat de résistants, de moudjahidines et de dirigeants du peuple palestinien. Je m'attends à une réponse forte. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un désastre avec l'assassinat du martyr, le commandant Ismail Haniyeh. La direction du Hamas a fait savoir que l'organisation ne sera pas affectée par la perte de l'un de ses dirigeants et continuera ses actions dans la région. Ismail Haniyeh était à Téhéran pour assister à l'investiture du président iranien. Une enquête a été ouverte par l'Iran afin de déterminer les circonstances de cette mort. Le numéro 1 du Hamas sera enterré vendredi à Doha après les funérailles à Téhéran. On en parle avec nos invités et notre éditorialiste en plateau, Rina Bassiste, bonsoir. Correspondante de la radio israélienne à Paris, rédactrice au journal américain Al Monitor et ancienne diplomate. Avec nous également Manal Shirali, sociologue, politologue. Vous êtes spécialiste de l'Iran et auteur de Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné aux éditions Les Pérégrines. Et nous accueillons également Ulysse Gosset, éditorialiste politique international BFM TV. Ulysse, on voudrait commencer avec vous déjà pour connaître ce personnage. Qui était Ismail Haniyeh, qu'on présente comme le leader du Hamas ? C'était l'un des dirigeants les plus importants du Hamas, mais c'était un dirigeant politique. C'était la vitrine extérieure du Hamas. Il vivait à Doha et c'était surtout au cours des derniers mois le négociateur pour le Hamas qui a rencontré soit à Doha, soit en Égypte, au Caire, les représentants donc des différents pays liés à ces négociations, notamment les chefs de la CIA et du Mossad. Donc c'est quelqu'un qui jouait un rôle extrêmement important à l'extérieur et c'était l'une des figures du mouvement et Netanyahou il y a quelques mois n'avait pas caché à des journalistes israéliens qu'il avait donné ordre au Mossad, le service secret israélien, d'assassiner, d'éliminer tous les dirigeants du Hamas où qu'ils se trouvent et pas simplement dans la bande de Gaza. Donc c'était une figure emblématique, c'est lui aussi qui était à l'origine du rapprochement entre le Hamas et Téhéran, où il se rendait, vous l'avez dit très justement, pour l'inauguration du nouveau mandat présidentiel, du nouveau président iranien qui vient d'être élu.
ce qui est assez phénoménal, si vous voulez, et très audacieux de la part d'Israël, c'est d'avoir finalement réussi à mener cette frappe dans la nuit qui a suivi l'investiture du nouveau président iranien, à la surprise générale et sans doute celle des Iraniens, alors que la défense antiaérienne iranienne a été incapable d'empêcher cette neutralisation. Donc on voit qu'aujourd'hui, l'Iran est confronté à un défi. Comment peut-il réagir? L'ayatollah Khamenei, le chef donc suprême du pays, a clairement dit que c'était un devoir de se venger. Comment l'Iran entend-il se venger? C'est la question qui est posée maintenant ce soir. En tout cas, Netanyahou vient d'intervenir à la télévision et il a dit clairement les Israéliens doivent s'attendre à des jours difficiles. On fait pression sur moi pour que j'arrête cette guerre de Gaza depuis longtemps et je ne l'ai pas fait et je ne céderai pas. C'est-à-dire qu'on voit un Netanyahou extrêmement déterminé, extrêmement ferme, mais qui n'a pas dit un seul mot dans son intervention, pas un seul mot. Il n'a pas prononcé le mot du dirigeant du Hamas qu'il a finalement neutralisé. Justement, je vous propose d'écouter un extrait de cette prise de parole du Premier ministre israélien. Hier, nous avons frappé le second de Nasrallah, qui était directement responsable de l'attaque dans le Golan des enfants qui ont été tués. Il était responsable de plusieurs attaques sur Israël, sur les citoyens d'Israël dans le nord d'Israël pendant les 9 mois de la guerre. Il était un des plus grands terroristes qui était recherché par tout le monde. Il y a eu même un prix pour sa tête de plusieurs millions de dollars. Il a été impliqué dans l'assassinat de plusieurs soldats israéliens, même à Beyrouth en 1983. Il était facteur central de la liaison entre l'Iran et le Hezbollah. Rina Bassiste, on vient d'entendre à l'instant M. Netanyahou. Il assume cette frappe. Bon, d'une certaine façon, parce que comme Ulysse a très bien expliqué, les noms d'Ismaïl Haniyeh n'étaient pas prononcés pendant cette très brève déclaration de la part de Netanyahou, mais quand même il a fini ces mots en disant qu'Israël va frapper tous ceux qui vont essayer d'attaquer l'État n'importe où. Et n'importe où, je crois que tout le monde on comprend très très bien ce qui s'est passé et qui était derrière cette attaque à Téhéran. Maintenant aussi, je reviens sur ce qui était dit aussi très, très justement. Le régime d'Ayatollah se trouve dans une situation extrêmement compliquée parce qu'Israël, non seulement il y avait des renseignements a priori absolument extraordinaires pour savoir où il faudra attaquer. Et on sait maintenant qu'Ismaïl Haniyeh ne séjournait pas dans un de ces grands hôtels où il y avait tous les autres invités de marque, mais dans une résidence qui appartient au garde de révolution. On sait aussi que la défense anti-aérienne n'a pas marché. Et on peut même s'imaginer, parce que le timing est quand même très compliqué, on peut peut-être s'imaginer que cette idée de frapper Ismaïl Haniyeh sur le sol iranien est venue peut-être au moment où on savait que le président Raisi est décédé. Parce que là, déjà, bien sûr, on sait qu'il y aura des grandes funérailles et après les grandes funérailles, il y aura des grandes élections et après les grandes élections, il y aura justement l'investiture. Donc, il y avait plusieurs peut-être moments possibles pour justement cibler monsieur Haniyeh. Et là, il y avait tous les disons, les paramètres étaient réunis justement pour arriver à cet résultat qu'on a vu. Manash Sherali, on aimerait également avoir votre avis assez rapidement sur le Hamas, l'Iran, qui notamment menace donc de venger cette mort et qui évidemment vont encore rajouter à cette tension qui ne cesse de croître dans le Proche-Orient. De toute façon, l'Iran, ou la République islamique, pour être plus juste, n'a pas le choix, doit faire quelque chose. Sinon, de l'intérieur, elle est complètement contestée de la part de ses bases, des gens qui le soutiennent. Et de l'extérieur, aujourd'hui, j'ai pu remarquer que plusieurs centaines, voire milliers d'internautes arabophones ont écrit sur les sites iraniens, sur les Twitter de Khamenei et ses compagnies, en les insultant, en disant que pourquoi vous n'avez pas su protéger Ismaïl Haniyeh? Comment est-ce possible? Vous êtes des complices des Israéliens, ce que, en fait, les internautes arabes reprochaient aux dirigeants iraniens. Donc, vous voyez que les dirigeants iraniens sont dans une situation très délicate. Ils doivent faire quelque chose, mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire face à la capacité technologique de l'armée israélienne.
Dans l'actualité de ce mercredi soir, il y a toujours l'affaire Lina. Les recherches continuent dans les Vosges pour tenter de localiser Lina, cette adolescente de 15 ans qui a disparu en septembre dernier. Et le suspect numéro 1 se serait suicidé il y a 3 semaines. D'importants moyens sont encore déployés pour cette deuxième journée sur le terrain. Florian Porras est l'un des envoyés spéciaux de BFM TV sur place. Les recherches qui se sont terminées vers 18h30 ce mercredi lorsqu'on a vu plusieurs véhicules de gendarmerie quitter cette zone de recherche. On ne sait pas pour l'instant si elles ont été fructueuses, mais en tout cas 80 gendarmes ont été mobilisés ce mercredi ici dans la forêt d'Anould dans les Vosges. Des gendarmes à la fois de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, mais aussi des gendarmes du pôle régional d'enquête spécialisé dans la disparition de Lina. Il y a eu aussi des brigades cynophiles, des chiens également spécialisés dans la détection de restes humains. Et puis pour ce qui est de cette zone de recherche, on est ici à Anould, une petite commune des Vosges, à une trentaine de kilomètres de l'endroit où Lina a disparu. C'était dans le Bas-Rhin, une forêt peu escarpée, nous a-t-on dit, habituée à accueillir des randonneurs. On ne sait donc pas si ce deuxième jour de recherche a été fructueux, ni si ces recherches vont se poursuivre dans les prochains jours, car vous le voyez sur ces images d'Hugo Dorsemène, la pluie s'est mise à tomber dans les Vosges. On annonce également de la pluie demain. Reste à savoir donc si ces recherches se poursuivront dans les prochains jours pour retrouver l'adolescente Lina, disparue en septembre dernier alors qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin. Et depuis quelques jours, justement, l'enquête s'intéresse plus particulièrement à un homme âgé de 43 ans. C'est ça, un homme qui s'est suicidé il y a tout juste 3 semaines. C'est lui qui conduisait la voiture retrouvée dans le sud, véhicule dans lequel il a été retrouvé de l'ADN de Lina. Explication signée Matteo Ciaravino. Voici le principal suspect dans l'affaire Lina. Le 25 août 2023, un mois avant la disparition de la jeune fille, l'homme agresse une nonagénaire à Besançon avant de lui voler son sac. Puis il braque cette supérette dans la foulée. La caissière présente sur place raconte. Le monsieur est entré dans le magasin avec un sourire. Et au moment où j'allais pour l'encaisser et lui rendre sa monnaie, c'est là qu'il s'est mis à prendre dans la caisse. Et donc j'ai forcé pour lui dire que non, en fait tu fais pas ça. Et il a sorti un couteau dans la main droite, un tout petit couteau. Et donc j'ai reculé automatiquement, il a pris les 300 € et il est parti. Il m'a juste dit arrête ou je te plante, mais c'est tout ce qui m'a sorti comme mot. Pour ces faits, le suspect devait comparaître au tribunal judiciaire de Besançon le 22 juillet dernier. Mais il est retrouvé pendu à son domicile 12 jours plus tôt. Alors qui est cet homme de 43 ans ? Père d'au moins un enfant, il a notamment été menuisier. Selon nos informations, il est interpellé pour refus d'obtempérer, conduite sous stupéfiants et conduite d'un véhicule volé en janvier 2024. On ignore si ce véhicule est le même dans lequel l'ADN de Lina a été retrouvé. S'il est aujourd'hui le principal suspect dans la disparition de la jeune fille, il est présumé innocent. Selon nos sources, cet homme décrit par son entourage comme quelqu'un d'inséré et de discret a également fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Alors justement, avant de voir comment se déroulent concrètement les fouilles sur le terrain, nous sommes avec Mathias Tesson. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste police-justice à BFM TV. Mathias, on en sait un peu plus depuis quelques heures sur le profil de cet homme. On sait qu'il a 43 ans déjà ? Oui, absolument. Cet homme, pour bien comprendre, en fait, il est suspecté d'avoir été le conducteur de ce véhicule dans lequel l'ADN de Lina a été retrouvé, véhicule sur lequel les enquêteurs ont réussi finalement à mettre la main il y a quelques semaines de cela dans le sud de la France, dans le Languedoc-Roussillon. Voilà de quoi il est suspecté à cette heure, sauf que cet homme, il s'est suicidé depuis. Il a été retrouvé pendu à son domicile le 10 juillet dernier. Cet homme, c'est un homme de 43 ans, décrit par son entourage comme quelqu'un de plutôt discret et bien inséré, sauf que certains d'entre eux notent une espèce de bascule dans son comportement et des faits aujourd'hui qui lui sont reprochés, hormis cette suspicion dans l'affaire Lina. On sait que le 25 août 2023, soit un mois avant la disparition de Lina, cet homme, il s'est rendu coupable de 2 vols aggravés, d'abord au préjudice d'une caissière qu'il va braquer, menacer, et il va réussir à emporter avec lui quelques billets. Et puis dans un autre temps, on sait aussi qu'il va voler une vieille dame âgée, une nonagénaire, qu'il va lui voler son sac et qu'il va par ailleurs la blesser. Cet homme, il est aussi mis en cause dans une affaire de refus d'obtempérer et de conduite sous stupéfiants. Ça, ce sont des faits qui remontent au mois de janvier dernier. On ne sait pas à cette heure si le véhicule qu'il utilise à ce moment-là est pour ce véhicule pour lequel
lequel il est suspecté d'avoir commis un refus d'obtempérer et d'avoir conduit sous stupéfiants. On ne sait pas si c'est le même véhicule qui intrigue aujourd'hui les enquêteurs. Néanmoins, voilà, on sent que il y a une bascule dans son comportement ces derniers mois. Aujourd'hui, c'est le principal suspect dans cette affaire, mais il s'est suicidé. Il ne pourra donc pas livrer sa version des faits et il est toujours à cette heure présumé innocent. On en parle également avec nos invités, le capitaine Marc Rolland à distance avec nous, porte-parole de l'APNM, gendarme et citoyen, et également avec Raphaël Nedilko en plateau avec nous. Bonjour, major de police, officier de police judiciaire. Vous êtes spécialiste des cold cases et membre d'honneur de l'association Havane, une association d'aide aux victimes des affaires non élucidées. Tout d'abord, capitaine Rolland, vous étiez avec nous hier en plateau. On est sur le même dispositif qu'hier. 80 gendarmes, des brigades cynophiles, beaucoup de moyens techniques engagés. Ça veut dire que les gendarmes continuent de quadriller méthodiquement la zone? Tout à fait, c'est le principe de l'escargot. On va du plus près au plus loin. L'effet compresseur, une fois qu'on a passé sur une zone de terrain, une fois que tout a été soldé et validé, on passe à l'étape suivante en étant sûr que ce qui est derrière nous a été validé en procédure et on ne trouvera rien parce que tout ce qui devait être fait a été fait. Raphaël Nedilko, c'est une enquête qui est relancée, qui va aller très très vite. Comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Alors, là, le point de départ, le plus important à retenir, c'est qu'on ait une accroche quand même significative avec un suspect, la découverte donc d'une trace ADN, celle qui correspond donc à la jeune Lina, qui est retrouvée dans le véhicule. Et il va y avoir un travail phénoménal qui va être fait, notamment autour de ce personnage qui malheureusement a mis fin à ses jours, qui est présumé innocent, qui ne pourra pas répondre justement de ce qu'on pourrait lui reprocher ou pourquoi on pourrait le suspecter. C'est pour ça que là, le passage le plus important, ça va être les constatations à l'intérieur de son domicile, l'endroit où il s'est vraisemblablement donné la mort, pour trouver d'autres traces d'ADN de Lina, si tel est le cas. Alors, ce dispositif qui est employé, il est conséquent, évidemment. Vous qui êtes un spécialiste des cold cases, à ce stade de l'avancement un peu accéléré ces derniers jours de l'enquête, est-ce qu'on peut espérer une résolution assez rapide, retrouver peut-être le corps de Lina prochainement? Alors, c'est très difficile à dire puisque l'ADN n'est pas la reine des preuves. La seule chose qu'on peut faire, c'est établir un lien entre le véhicule qui est volé et l'utilisation probable par cet individu. De là, en faire un lien avec la disparition de Lina, c'est vraiment prématuré. On ne sait pas où est-ce qu'a été trouvé l'ADN dans l'habitacle. Est-ce que c'était sur un objet dans l'habitacle, sur une pièce inamovible? Est-ce que c'était dans l'habitacle ou dans le coffre? Ni la nature même de l'ADN. 21h26 sur BFM TV, et voilà, revoilà les orages. Ce sont 28 départements à l'heure actuelle qui sont placés en vigilance orange par Météo France. Kevin Flouy est avec nous pour en parler de cette situation. Illustration en images? Oui, avec, c'est vrai, déjà des intempéries très importantes ces dernières heures. Alors plutôt vers la Normandie. Je vais vous emmener dans deux régions pour vous montrer en effet les dégâts liés aux orages. La première région concernée en cours d'après-midi, c'est la Normandie. On voit bien ces cellules orageuses ici qui sont apparues au-dessus du département de l'Orne, sur la partie sud de la Normandie, mais surtout au-dessus de l'Eure, la région d'Évreux très fortement concernée par des précipitations importantes, une trentaine de millimètres en seulement quelques minutes et évidemment des conséquences dans les rues, des inondations, de fortes rafales de vent également observées. Du côté d'Argentan dans le département de l'Orne, 124 km/h relevés pour cette station Météo France. C'est du jamais vu depuis la tempête de 1999. Il est important de préciser évidemment que ce sont des phénomènes localisés. On part de l'autre côté du territoire avec en effet ce rond rouge ici dessiné qui vous montre le secteur de Gérardmer, de Münster, très fortement impacté également par les fortes précipitations. Entre 17h et 18h, l'équivalent d'un mois de pluie, c'est beaucoup. Et les précipitations ont été précédées par des chutes de grêle, comme ici dans les rues de Münster, rendant parfois les conditions de circulation bien délicates sur les routes du département. Merci Kevin. Patrick Marlière nous a rejoint. Vous êtes en ligne avec nous, météorologue et directeur d'Agathe Météo. Patrick, on l'évoquait à l'instant avec Kevin, ces orages, hier soir, ce soir, sont très très violents. Sait-on de quelle manière ils naissent et ils agissent ? Alors, dans ce type de situation météo que l'on connaît maintenant depuis le début de la semaine, c'est des situations habituelles, estivales, avec ce que l'on appelle un marais barométrique en météo. Il n'y a pas vraiment de cellules, soit anticycloniques, dépressionnaires, qui favorisent tout cela. Et puis, le conflit entre ces deux masses d'air, ces trois masses d'air, eh bien, nous amène de l'air très très chaud, qui remonte actuellement d'Afrique du Nord, qui gagne l'Espagne, le bassin méditerranéen, qui remonte sur l'Europe de l'Ouest et qui remonte même jusqu'en Angleterre, d'où des températures très élevées. Beaucoup
beaucoup d'humidité et vraiment toutes les conditions sont réunies pour que ces orages se forment. Et dans ce type de situation de marée barométrique, les orages sont souvent extrêmement violents. Et donc, c'est ce que l'on observe depuis cet après-midi. Ça a été dit en détail par Kevin avec tous les phénomènes extrêmes. Hier, on battait des records de température sur les Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, des records de vent, de records de précipitations. À chaque fois qu'on a des orages aujourd'hui, à chaque fois, cela provoque des inondations et des chutes de grêle, comme on peut le voir dans les réseaux sociaux circuler, assez encore impressionnantes. Des événements météorologiques assez intenses, en effet, qu'on a vu illustrés par Kevin. Patrick Marlière, des dégâts sont-ils encore à craindre pour cette nuit ? Alors actuellement, oui, les cellules se déplacent encore sur le pays. Elles devraient se renforcer actuellement sur l'Aisne, donc l'Est des Hauts-de-France, et gagner peut-être le Nord-Pas-de-Calais. Tout cela va remonter ensuite vers les frontières de l'Est en deuxième partie de nuit. Donc la vigilance orange sur les orages extrêmement forts, c'est entre 3h et 5h du matin que celle-ci va vraiment s'atténuer. Les orages vont enfin se calmer. Mais d'ici là, il faut se méfier car les cellules se déplacent un peu partout, à la fois sur le nord du pays, même sur la Bretagne. Actuellement, je voyais une nouvelle cellule qui est en train de se développer. Donc, on n'est pas à l'abri d'un orage jusqu'en première partie de nuit. Ensuite, en fin de nuit, la situation va se calmer, mais de façon temporaire, car demain, de nouveaux orages, et ça a été évoqué bien précisément par Kevin, vont se reformer dans la journée de jeudi sur de très nombreuses régions. Et puis Patrick, on le rappelle, nous sommes en plein été et ces orages sont relativement fréquents en août, en septembre, donc il faut s'attendre encore à quelques répliques. Oui, et d'autant qu'effectivement, la situation estivale, on l'a vu encore l'année dernière, il y a toujours ces répliques de yo-yo, de phénomènes météo. Là, on a eu des épisodes caniculaires, on va avoir ces orages qui vont faire baisser un peu les températures sur la façade ouest, on va conserver cette canicule sur le sud-est de la France, et puis après une petite accalmie, ça va repartir de l'activité sous forme d'averses, puis d'orages, et de nouveau un coup de chaud. Donc voilà, le mois d'août semble se profiler de cette façon, alternance de coups de chaleur, et alternance d'orages extrêmement forts. Donc voilà, il faudra se montrer vigilant sur tous les paramètres météo, en tout cas jusqu'au mois d'août et peut-être même au mois de septembre. Est-ce qu'on peut attribuer ces phénomènes, alors la question on la pose à chaque fois, mais bon, est-ce qu'on peut les attribuer ces phénomènes aux conséquences du réchauffement climatique? Ça part dans tous les sens en fait. Un coup on a trop chaud, un coup on a trop froid, un coup il pleut trop, et on a l'impression qu'il n'y a plus de météo mesurée. C'est encore un extrême à cause du réchauffement climatique? En partie, oui, c'est vrai qu'on entend toutes les critiques. Quand il fait froid, il fait trop froid. Quand il fait chaud, il fait trop chaud. Quand il y a des orages, ils sont trop forts. Voilà, donc effectivement, le dérèglement climatique est un des impacts de tout ce qui est en train de se passer, pas seulement en France, en Europe de l'Ouest, mais tout autour de la planète. On voit des phénomènes extrêmes de plus en plus importants. C'est souvent évoqué sur votre antenne, avec le réchauffement des mers et des océans, avec la pollution de l'atmosphère qui peut contenir de plus de vapeur d'eau. Eh bien, tous les phénomènes sont poussés à l'extrême. Et aujourd'hui, il n'y a pas une journée où on a des orages sur la France, où il se passe des phénomènes importants, des inondations, des ruissellements, des coulées de boue. Voilà, donc il va falloir malheureusement s'affronter à tous ces types de phénomènes météo, pas seulement pour cette année, mais pour les années à venir, inévitablement. Mais ce sont des phénomènes qu'on anticipe plus facilement depuis quelques mois, quelques années, parce que les moyens techniques sont relativement précis et on sait quasiment à l'heure près quand l'orage va taper. Oui, alors on sait que des vastes zones vont être impactées par ces cellules orageuses. D'ailleurs, c'était le cas. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que les services d'État lancent des vigilances orange sur ces phénomènes. Alors, c'est des grandes cellules, c'est des grandes zones climatiques qui sont menacées par cette activité orageuse. Pour autant, il est toujours extrêmement difficile de dire là où précisément les orages les plus forts vont se produire. Alors, il y a des moyens de faire avec les images radar météo, de suivre minute par minute, à tous les pas de 5 minutes, de 15 minutes, l'évolution de ces cellules de pluie et de dire là où elles se dirigent. Mais c'est une surveillance en permanence qu'il faut faire donc auprès des services météo qui font ce type d'assistance. Mais oui, aujourd'hui, ça peut se faire, ça peut se suivre, mais effectivement, il va falloir s'habituer, comme dans d'autres pays, notamment les États-Unis le font, à surveiller ces orages, car là, pour l'instant, on a eu de violentes rafales, mais on n'est pas à l'abri aussi d'avoir des phénomènes de tornades. Donc voilà, il faut surveiller tout cela. Et aujourd'hui, les outils que l'on a à disposition nous permettent de le faire. Merci Patrick Marlière. Donc on reste vigilant avec ces 24 départements concernés par cette vigilance orange orage. Kevin Floury, il y a aussi
La canicule, on en parle depuis plusieurs jours, c'est le 3e, 4e jour maintenant de canicule. Ça continue donc avec une quarantaine de départements concernés. Oui, on sait que la chaleur, c'est un vrai carburant pour les orages, des orages virulents. L'évolution de la masse d'air est très claire. On va vers un air beaucoup moins chaud pour la fin de la semaine sur le nord, le nord-ouest de la France. Ce sera encore compliqué jusqu'à samedi dans le sud-est. Et n'oublions pas également les nuits tropicales qui devraient se poursuivre au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine, notamment entre la vallée du Rhône et les grandes plaines du sud-est, en allant même jusque sur le littoral méditerranéen qui subit maintenant des nuits tropicales depuis maintenant près de 3 semaines en effet. Là vous voyez notre infographie pour les températures maximales attendues demain. On parle encore de 40, peut-être 41 degrés, notamment entre le département des Bouches-du-Rhône et l'intérieur du Var, secteur de Draguignan, du Luc ou de Brignoles. Donc c'est loin d'être terminé encore pour le sud-est de la France. Amélioration confirmée dans le Nord. Eh bien, vérification sur le terrain. Tout de suite, 40 départements, vous le disiez, toujours placés ce soir en vigilance orange. C'est le cas dans le département de l'Hérault où vous vous trouvez, Pierre Barbin, dans la région de Montpellier. Est-ce qu'il fait toujours aussi chaud ce soir ? Il fait bien meilleur, c'est bien plus agréable de sortir ce soir à 20h, on le ressent nous-mêmes et d'ailleurs on voit que le mode de vie des gens change pendant ces périodes caniculaires parce qu'en plein milieu de l'après-midi, c'est vrai que les rues sont parfois désertes ou alors tout le monde se promène à l'ombre, on évite au maximum le soleil, on se promène vraiment dans les zones les plus ombragées parce qu'il a fait une nouvelle fois très chaud dans le département, on a frôlé les 38 degrés dans certaines communes, dans l'arrière-pays notamment. C'est vrai qu'il a fait très chaud. C'est le 3e jour consécutif où le département connaît des températures caniculaires. C'est le cas évidemment pour les départements voisins également, celui du Gard notamment où il a une nouvelle fois fait très chaud. On a frôlé presque les 40 degrés aujourd'hui. Ça va continuer bien évidemment. Vous l'avez dit à l'instant, il va de nouveau faire très chaud demain. On attend plus de 38 degrés ici dans le département de l'Hérault. Donc c'est vrai que les gens commencent à s'habituer. On voit beaucoup de monde qui se balade ce soir. On commence à faire seulement le footing habituel à 20h au lieu de 17h, ce que l'on peut faire habituellement. Mais c'est vrai qu'on change son mode de vie face à ces températures caniculaires qui vont donc se poursuivre ici dans le sud-est de la France. On parle de ces orages dont on parlait un instant, qui ont fait de gros dégâts la nuit dernière en Bourgogne, mais également dans le secteur de Lyon, dégâts dans les vignobles, sur les lignes également, occasionnant de fortes perturbations sur tout le réseau ferré. Explication, Francesco De Pacchi. L'avant du TGV Lyon-Rennes partiellement éventré. Conséquence de l'accident survenu ce matin dans Lyon, alors traversé par un important épisode orageux. Il est 7h40 lorsque l'engin lancé à pleine vitesse percute de plein fouet un arbre tombé sur la voie. Si le choc ne fait aucun blessé, sa violence surprend les passagers à bord. On était tous un peu endormis parce que ça arrivait à 7h30. Moi j'ai même cru à un moment donné qu'on passait sous un tunnel parce qu'en fait on était en plein milieu de l'orage donc il faisait très sombre. On a entendu la pluie et les grêlons puis à un moment donné il y a un gros boum qui est tombé sur le wagon. C'est tous regardant qu'est-ce qui s'est passé. Et c'était le tronc d'arbre qui s'est écrasé sur la cabine à ce moment-là. Autre conséquence de cette chute d'arbres, de nombreuses installations électriques endommagées et un trafic paralysé sur la ligne à grande vitesse sud-est. Premiers concernés donc, les passagers du Lyon-Rennes immobilisés près des voies depuis le début de journée et obligés de prendre leur mal en patience. Là on est bloqué depuis 7h40 à peu près. Voilà. Donc on a attendu 2 heures puis il commence à avoir très chaud. Donc on a eu l'autorisation de sortir et dans un champ on a tout aménagé mais voilà. En milieu de journée, un train de substitution est alors affrété pour évacuer les voyageurs. Les valises sont transportées d'un convoi à un autre, tandis que les usagers sont invités à embarquer par les agents de la SNCF dépêchés sur place. Et on va pouvoir commencer à cheminer direction la voiture. Vers 17h, le nouveau TGV peut enfin repartir, plus de 9 heures après l'accident. Le train endommagé est lui toujours bloqué sur la voie ce soir. Des agents de la SNCF devraient travailler dessus toute la nuit. Le trafic devrait être quant à lui de retour à la normale pour la journée de jeudi. Et on en parle avec notre invité Julien Trocaz, secrétaire fédéral Sudrail. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté l'invitation de BFM TV. De gros dégâts, des perturbations et pour l'instant rien n'est rétabli, c'est ça ? Non, je ne crois pas. Ce que votre journaliste disait, c'est que la situation a reprise. Alors évidemment avec des difficultés parce qu'il y a un sujet de rotation de matériel. Il y avait des dégâts plus importants sur une voie que sur l'autre. Mais la situation, grâce encore au professionnalisme de mes collègues, a repris depuis 17h30.
Oui, un travail effréné de vos collègues, justement, vous le dites, qui sont plutôt bien sollicités ces derniers jours. On se rappelle évidemment des sabotages d'il y a quelques jours en marge des JO. Et là, donc, c'est déconvenu après les intempéries. Comment est-ce que s'organisent vos collègues ? En fait, alors c'est 365 jours sur 365 que les cheminots et les cheminotes, alors aussi bien celles et ceux qui entretiennent ou qui doivent réparer les voies, mais dans les gares ou les conducteurs train, enfin tous les métiers, on est sollicité. Enfin, on est un service pour l'intérêt collectif, donc ça fonctionne tous les jours de l'année. Donc dès qu'il y a des problèmes, on intervient pour améliorer la situation le plus rapidement possible. Dernière question, de tels dégâts, il y a longtemps que vous n'aviez pas vu de tels dégâts sur les voies SNCF notamment Non, malheureusement non. Alors il y a les sujets de crise naturelle, on va dire, ou de très forte chaleur. Ça va vous rappeler la vallée de la Roya, où il y avait eu la voie ferrée qui avait été aussi endommagée. Et puis à la fois, on le dit aussi, il y a quand même la vétusté du système ferroviaire. Faut pas oublier que l'État français est l'État qui met le moins d'argent par habitant de l'Union européenne. Et donc on peut avoir un réseau qui vieillit de plus en plus. Et donc s'il vieillit, des fois il peut craquer un peu plus vite que la moyenne, on va dire, européenne. Donc non. Ce n'est pas extraordinaire. Voilà, on est mobilisé 365 jours, comme je vous le disais, parce que c'est malheureusement fréquent. Alors là, combien est-ce que vous avez une idée du nombre des effectifs qui ont été mobilisés pour essayer de remettre à bien cette ligne sud-est ? Alors à la fois on a de nombreuses équipes qui sont allées pour réparer les installations. Alors vous avez cité deux lignes, il y avait la LGV Paris-Lyon, mais vous avez parlé aussi de Dijon-Paris, ce qu'on appelle la ligne classique. Donc ça veut dire à deux endroits il y avait des dégradations importantes. Mais vous savez, on a aussi les collègues du matériel roulant. Vous avez vu, le TGV était endommagé, donc il a fallu. Allô ? Oui, on vous écoute. Allez-y. Il a fallu aussi aller, entre guillemets, enlever le TGV de la ligne. Et puis il y a aussi, vous l'avez vu dans vos images, tous les collègues qui étaient dans les gares, les contrôleurs et les contrôleuses, avec l'affluence voyageurs, où là, il a fallu, avec les informations que mes collègues avaient, essayer de rassurer, d'informer le mieux possible les voyageurs et les voyageuses. Dans l'actualité, il y a la politique également avec la candidate du nouveau Front populaire, Lucie Castet, qui était sur le terrain aujourd'hui au chevet des Duralex pour parler notamment d'industrie. À ses côtés, tous les leaders du nouveau Front populaire. Une visite suivie par l'envoyé spécial de BFM TV, Anthony Lebos. Lucie Castet était sur le terrain, en campagne pour Matignon en quelque sorte, entourée de deux chefs de parti, Marine Tondelier pour les Verts, Olivier Faure pour le Parti Socialiste. Lucie Castet enchaîne les déplacements et aujourd'hui le thème c'était l'industrie et le travail. Elle a visité une usine, pas n'importe laquelle, Duralex, une célèbre verrerie dans le centre de la France qui était en proie à des difficultés financières et qui a finalement été reprise par ses salariés. L'annonce d'ailleurs de ce déplacement de la gauche a fait bondir le ministre démissionnaire de l'Industrie, Roland Lescure, qui a vu une récupération politique de la gauche et qui revendique l'aide de l'État à hauteur de 19 millions d'euros depuis 2022 pour aider cette entreprise. Mais qu'importe la réaction du gouvernement démissionnaire, le nouveau Front populaire cherche ici, par ce déplacement, à décliner son programme et à montrer, en termes de communication, à se montrer au travail, unis, quand Emmanuel Macron, lui, appelle plutôt à une trêve politique, très peu pour la gauche, qui réclame toujours Matignon. Écoutez Marine Tondelier et Lucie Castet. On est en train de poursuivre l'élan qui a été mis en nous par les électeurs de Nouveau Front populaire. C'est ça dont il s'agit. Il s'agit maintenant de transformer cet élan et de travailler dans ce sens pour pouvoir enfin arriver au pouvoir et pouvoir changer la vie des gens. Donc, le sens des institutions, c'est la logique de notre démocratie. En fait, c'est une arnaque en plusieurs épisodes. Le premier épisode, c'est qu'Emmanuel Macron nous explique que nous sommes les irresponsables parce que ce serait complètement, inconcevable de nommer un Premier ministre pendant l'été parce qu'il y a les Jeux Olympiques. D'accord, mais c'est pas nous qui avons demandé une dissolution. Donc si vraiment il voulait pas nommer de Premier ministre, il n'est qu'à pas faire de dissolution. Le deuxième acte, c'est que nous avons une Première ministre qui émane de nos cas de formation politique et avec qui nous sommes parfaitement alignés, nous sommes prêts à relever ce défi. Et là, ils nous disent non, donc ils savent qu'ils jouent la montre. C'est fait en conscience, c'est pas juste parce qu'ils sont en trêve, je sais pas quoi. C'est une stratégie. C'est une stratégie de nous faire perdre du temps, pas juste à nous, mais à tous les Français, sur l'urgence sociale, sur l'urgence environnementale. Lucie Castet promet de faire des compromis avec l'ensemble des groupes parlementaires, hormis le Rassemblement national si elle est nommée à Matignon. Mais c'est peut-être un vœu pieux, puisque une semaine après avoir été désignée par le nouveau Front populaire comme étant la candidate pour être première ministre, elle n'a toujours pas reçu d'appel d'Emmanuel Macron pour qu'il la nomme première ministre. D'ailleurs, le chef de l'État avait même rejeté cette hypothèse lors d'une interview à la télévision la semaine dernière.
Et on en parle avec vous, Antoine Léaumont, député LFI NFP du département de l'Essonne. Bonsoir. Lucie Castet était sur le terrain, on l'a vu, avec tous les leaders du nouveau Front populaire et vous en faisiez partie. L'idée, c'est quoi? C'est d'occuper le terrain pendant que le Premier ministre démissionnaire gère, par exemple, les JO? L'idée, c'est d'envoyer un signal, bien sûr, de dire que Lucie Castet est la candidate choisie par le nouveau Front populaire pour devenir notre première ministre et qu'on a un certain nombre de dossiers à traiter. Aujourd'hui, les salariés ont par exemple parlé de la question de la pénibilité au travail. Et cette question de la pénibilité, elle se retrouve avec l'une de nos mesures centrales, l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Donc c'est l'occasion de porter ce sujet-là, mais aussi bien d'autres, et en particulier là avec cette usine, la question de la réindustrialisation de la France, de la défense des emplois dans notre pays, du développement de l'industrie dans notre pays et avec des productions qui sont des productions utiles puisqu'il s'agit d'une vaisselle que beaucoup de gens ont chez eux, les verres Duralex, il y en a beaucoup qui ont ces petits verres ou ces bols. Les verres incassables. Un symbole. Oui, c'est des verres incassables et c'est un symbole de la qualité de l'industrie française. Donc je crois qu'on pouvait envoyer plusieurs signaux en même temps avec ce déplacement à l'usine Duralex. Et le dernier d'entre eux, c'est évidemment que les salariés, pour sauver l'emploi, pour sauver l'industrie dans notre pays, ont décidé de reprendre leur entreprise en coopérative. Et on voit bien que quand les salariés sont ceux qui sont maîtres et possesseurs de leur entreprise d'une certaine manière, eh bien ils vont utiliser l'argent non pas pour le mettre en Suisse ou au Panama, mais pour l'investir dans notre pays, sur notre territoire, avec à la clé de la création d'emplois et une industrie qui est une industrie puissante, forte, capable de servir l'intérêt du peuple français. Lucie Castet, c'est donc votre candidate, on le sait depuis quelques jours désormais. Matignon, est-ce que vous y croyez toujours? Parce que le président a fait savoir qu'il n'en voulait pas de Lucie Castet. Bien sûr, le président a dit qu'il n'en voulait pas, mais je pense qu'il finira par y être contraint. Parce que va nous proposer Emmanuel Macron? Il essaye de trouver une personne qui soit un espèce de mi-chemin entre la gauche et la droite, et il l'a affirmé, c'est pour continuer sa politique de cadeaux fiscaux aux plus riches. Donc, si c'est ça que veut faire M. Macron, alors même que le signal envoyé par le peuple français à l'issue de la dissolution que lui-même a demandé, eh bien, nous allons nous trouver dans une situation de blocage politique. Car si M. Macron nous envoie un gouvernement pour faire l'inverse de la politique que les Français ont demandé dans les urnes, alors nous censurerons ce gouvernement. Et M. Macron finira par être obligé d'en venir à la solution qui est la solution logique, normale, dans notre démocratie depuis 1877, ça remonte pas quand même à aujourd'hui. On nomme à la tête du gouvernement la force politique qui est arrivée en tête. En l'occurrence, c'est le nouveau Front populaire. Charge à nous de réussir à faire un gouvernement, de réussir à faire avancer nos mesures, et responsabilité politique aux autres, s'ils ne sont pas d'accord avec cela, de censurer notre gouvernement et de le faire tomber. Mais la logique politique ne peut pas être d'ignorer le résultat des urnes et de faire comme si tout ça n'existait pas. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas un respect de la démocratie parlementaire. 21h46, on fait le point sur les Jeux Olympiques et nos athlètes français brillantissimes. Ils continuent de nous rendre très fiers. On en est, regardez, à 25 médailles. Le compteur change à chaque fois qu'on vous en parle. En 4 jours à peine, ça y est, 24 médailles. On est 3e au classement par pays. 7 médailles en or, 10 en argent, 8 en bronze. Si vous voyez bien ce classement, si on a une médaille de plus en or, genre Léon Marchand, je dis ça, j'ai rien, eh ben on passerait premier. Par hasard. Non ? Il l'a fait en tout cas. Il a récupéré une nouvelle médaille d'or ce soir, cette fois sur 200 mètres papillon. On va tout de suite au Club France où l'on retrouve Angie Loata. Alors Angie, j'aimerais qu'on soit très très précis. Il y a une ambiance de folie et on me dit en régie qu'on a cru entendre un certain VG Dream, c'est ça? Il est juste derrière vous. Et on peut toujours l'entendre, ramener la coupe à la maison, ramener les médailles à la maison. Kirpichnikova vient même de le faire avec sa médaille d'argent sur 1500 mètres nage libre. Ça, c'est la dernière arrivée de cette moisson de médailles exceptionnelles aujourd'hui pour les Français. Vous le voyez, VG Dream qui est en train de partager avec le Club France, c'est aussi ça. L'ambiance, ça se transforme presque en discothèque. Le soir, les gens se sont massés ici, comme ils se sont massés tout à l'heure pour assister à la première
finale de la soirée de Léon Marchand. Il a enflammé absolument l'ensemble du Club France, comme VG Dream est en train de le faire, vous le voyez, il est en train de prendre des petits selfies un peu avec tout le monde, mais c'est une soirée absolument exceptionnelle. Dans le cœur des gens, il y a une ambiance de partage et de fierté de toute la délégation française qui se sent vraiment de manière extrêmement intense ici, porte de la Villette, pour ce Club France qui s'enflamme au fur et à mesure des médailles. Et c'est pas fini, évidemment, c'est pas fini. 200 mètres brasse, c'est pour tout à l'heure. Léon Marchand, dans un peu moins d'une heure maintenant. Et il y a fort à parier que même si ses épaules sont déjà complètement fracassées par la finale qu'il a remportée, eh bien il va tout donner et peut-être encore donner du sourire aux gens ici. Angie Loata sur place. Angie qui vit certainement en ce moment sa meilleure vie au Club France avec Nicolas Planck pour les moyens techniques. Alors ça c'est pour l'ambiance. Il y a une question évidemment d'actualité. Faut-il pérenniser la fameuse vasque? Cette vasque olympique que tout le monde se précipite pour aller voir depuis qu'elle a été illuminée par Marie-Jo Pérec, par Teddy Riner. Elle est disposée, vous le savez, au jardin des Tuileries. Tous les soirs, elle s'élève dans les airs. Eh bien, beaucoup aimeraient pouvoir la voir après les Jeux Olympiques. C'est la grande question à laquelle va répondre notre reporter tout de suite. 100 000 billets distribués en 24 heures pour voir l'une des stars de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Au jardin des Tuileries où elle est installée, touristes et curieux viennent admirer le gigantesque ballon s'envoler chaque soir dans le ciel parisien. Hier après-midi, ils étaient nombreux à vouloir voir la vasque perdurer dans la capitale. Je pense que ça peut être une bonne idée, c'est assez emblématique, donc ça rappellera toujours les JO à Paris. C'est un monument magnifique, iconique de ce jardin. Je pense qu'il devrait rester ici. Je pense que ce serait une bonne idée, que ce soit ici ou ailleurs. Le designer de la vasque, qui a travaillé plus d'1 an et demi sur sa conception, verrait bien lui aussi sa création s'inscrire dans le paysage parisien. Il faut qu'on se pose, qu'on voit comment les choses évoluent, comment les personnes s'en emparent. Mais encore une fois, ce qui est magnifique, c'est que si ça reste, ce ne sera pas ma décision, ce ne sera même pas vraiment la décision de la maire de Paris ou même du Louvre, c'est que ce sera une décision des gens eux-mêmes. Et c'est ça qu'il faut écouter, c'est à ça qu'il faut être sensible, attentif. De son côté, la mairie de Paris dit travailler sur une éventuelle pérennisation de ce symbole des Jeux, une fois l'événement clôturé. La maire de Paris a exprimé son souhait de pérenniser cet héritage-là dans Paris. Donc il faut maintenant qu'il y ait une discussion sur les éléments techniques avec l'ensemble des parties prenantes. Et effectivement, le souhait, c'est de pouvoir inscrire tous ces éléments qu'on a tous en tête dès qu'on parle de la cérémonie d'ouverture dans le quotidien des Parisiennes et des Parisiens. D'autres symboles forts de ces Jeux pourraient aussi être pérennisés, comme les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel ou encore les différentes statues de femmes qui ont émergé de la scène lors de la cérémonie d'ouverture. Voilà pour les Jeux Olympiques. Il nous reste à voir, Fanny, la météo. Bonsoir, l'épisode de très forte chaleur va perdre du terrain dans les prochains jours. Le sud-est du territoire va devoir encore patienter avant de retrouver des valeurs de saison annoncées pour dimanche, peut-être lundi prochain. Regardons pour commencer l'animation satellite des dernières heures avec en effet des nuages parfois assez imposants. Ce sont des orages qui ont encore circulé sur la France. On les surveille toujours à l'heure actuelle. Demain matin, on devrait retrouver une zone instable et résidus finalement de la dégradation orageuse plutôt vers les plateaux lorrains, peut-être jusqu'en Alsace. Sinon, partout ailleurs, on est d'accord, ce sera très beau, très sec, un petit peu plus nuageux vers les plaines du sud-ouest avec des bancs de brume, de brouillard qui pourraient nous concerner jusqu'en Bretagne sur la partie littorale avant le retour au calme et du soleil surtout dans la journée. Attention encore aux orages annoncés dans le nord-est. Vos températures au réveil très importantes, pas moins de 25 degrés la nuit prochaine pour Nice ou pour Perpignan, 21 degrés nuit tropicale également entre Paris et la région du Mans. Dans la journée, encore de la chaleur, mais ça baisse plus concrètement, on le voit, sur le nord et l'ouest du territoire. 29 à Bordeaux et Rennes. On aura 34 à Grenoble et des pointes à 39 près de la Méditerranée. Regardez la météo avec Entrediscount.com. Yes, yes. Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Comme chaque jour, direction le littoral avec des conditions très ensoleillées annoncées entre la Bretagne et la basse Normandie. 20 degrés dans l'eau quand même pour les baigneurs à Saint-Malo, 18 un petit peu plus fraîche. La Manche du côté de Cherbourg. Attention à ces drapeaux jaune-orangé, voire même rouge, possibles sur certaines plages en raison d'un risque orageux.
Pas d'orage sur l'arc atlantique pour ce jeudi, avec au contraire un ciel bien dégagé. Température de l'eau à Lacanau, 24 degrés. Ça reste chaud autour de la Méditerranée, 25 degrés en début de matinée pour Palavas-les-Flots, mais ça va vite grimper au-delà des 30 degrés. Dans la journée, on retrouvera un ciel très dégagé également entre Corse et continent et une température de 34 degrés sur la plage à Porto Vecchio. C'était la météo avec EntréeDiscount.com. Yes, EntréeDiscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'était la météo avec EntréeDiscount.com. EntréeDiscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Merci de nous avoir accompagnés ce soir dans BFM News. Merci Jean-Wilfried de m'avoir accompagné également. On vous laisse dans les mains de Pauline Simonet pour BFM Soir. Il sera question notamment de ces recherches qui se poursuivent. 80 gendarmes toujours mobilisés dans les Vosges pour retrouver la jeune Lina, disparue depuis le 23 septembre dernier, et les nouveaux développements sur le profil du principal suspect. Bonne soirée. Au revoir.